Le samedi matin était autrefois un moment sacré où les enfants, nourris de bols de céréales sucrées, se précipitaient devant leur télé pour une session marathon de dessins animés. Mais cela remonte à très très longtemps, et les dessins animés du samedi matin ont depuis sombré dans l'oubli de la culture pop. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons retracer l'ascension et la chute des dessins animés du samedi matin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Weird History. Après cela, laissez un commentaire et dites-nous quels autres sujets télévisés vous aimeriez découvrir ensuite. D'accord, il est temps de se plonger dans un peu de Weird History. L'histoire des dessins animés du samedi matin commence en 1949, la même année qui nous a apporté l'OTAN, Richard Gere et la NBA. Et il y en avait pour tous les goûts. Tout a commencé lorsqu'un producteur de télévision nommé Jerry Fairbanks a convaincu NBC de diffuser ce qui allait devenir le tout premier dessin animé créé spécialement pour la télévision, Crusader Rabbit. Créé par Jay Ward, parmi d'autres qui allaient ensuite produire des dessins animés emblématiques comme The Rocky and Bullwinkle Show, Georges de la Jungle et Capitaine Crunch. Crusader Rabbit suivait les aventures d'un lapin héroïque et de son acolyte tigre, un peu comme un reboot sombre de Winnie l'ourson, dans lequel ses amis doivent le venger. Il n'y avait pas de plan précis pour diffuser l'émission le samedi matin à sa création, mais selon Fairbanks, les chaînes savaient seulement qu'elles voulaient des programmes pour enfants. Et les recherches montraient que les heures entre 10h00 et midi le samedi faisaient bien partie des heures de grande écoute pour les jeunes. Vous savez, parce qu'il n'y a pas école. Crusader Rabbit, qui avait une animation très simple, a été diffusé pendant 2 saisons avant d'être annulé sans ménagement. Ce n'est qu'en 1955, lorsque CBS a diffusé Mighty Mouse Playhouse le samedi matin, que le dessin animé du samedi matin a commencé à s'imposer. Cette émission a duré 12 ans, et en 1966, les 3 grandes chaînes diffusaient des blocs de dessins animés le samedi matin. Bonjour, l'ère des dessins animés du samedi matin. Pour justifier un marché de dessins animés originaux pour enfants à la télévision, Crusader Rabbit n'a pas vraiment su convaincre. Comme l'émission n'a pas été un succès fulgurant, personne n'était pressé de produire plus de dessins animés originaux pour le samedi matin. Ainsi, lors de la création des premières cases de dessins animés du samedi matin, ils étaient surtout constitués de rediffusions déjà vues par tous, sauf les tout petits. Les programmes typiques provenaient des courts-métrages d'animation classiques des années 30 et 40, comme Looney Tunes, Tom et Jerry et Disney. Cependant, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ces dessins animés étaient à l'origine destinés à être diffusés dans les salles de cinéma et qu'ils n'ont été fragmentés pour s'adapter au format télévisé que plus tard. Oui, lorsque les dessins animés sont devenus essentiels à la culture populaire, entre 1920 et 1940, ils étaient alors produits uniquement pour le cinéma comme court-métrage accompagnant le film principal. Ce n'était pas vraiment une décision créative, mais plutôt financière. Avec la technologie de l'époque, il n'était pas rentable pour un studio de produire assez souvent des dessins animés pour une diffusion en série télévisée. Les artistes devaient dessiner 24 images individuelles à la main pour chaque seconde d'animation, et ce n'était ni bon marché ni facile. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Le reste de la programmation du samedi matin diffusait des émissions créées pour le prime time, comme les Pierre à Feu, les Jetsons et Johnny Quest. Oui, ces 3-là étaient des émissions diffusées en prime time comme les Simpsons, les Griffin et Fish Police. D'autres dessins animés originaux du samedi matin des débuts incluaient des émissions mettant en vedette des personnages comme Maggie la Gorilla, Chat des rues, Quick Draw McGraw, Spider-Man, les 4 Fantastiques et les super-héros liverpooliens préférés de tous, les Beatles. L'animation sur celluloïd ressemble à quelque chose que des prisonniers feraient pour passer le temps, mais le cell dans animation sur celluloïd n'a rien à voir avec la prison. C'est l'abréviation de celluloïd et désigne une feuille transparente avec une image prédessinée, évitant aux artistes de redessiner les personnages à chaque scène. Présente depuis les débuts de l'animation, cette technique a mis du temps à être perfectionnée, devenant une solution économique et ingénieuse pour produire plus d'animations originales à la télévision. Un autre moment clé fut quand United Productions of America, studio fondé par d'anciens animateurs de Disney et célèbre pour Monsieur Magoo, a créé un style appelé animation limitée. L'animation limitée a encore réduit les coûts en réutilisant des éléments d'une scène, comme les arrière-plans, et pas seulement les personnages. As-tu remarqué que Scooby et la bande étaient toujours poursuivis dans le même bout de couloir de 3 mètres à chaque épisode ? Voilà pourquoi.
D'autres sociétés de production ont adopté ce procédé, ce qui a permis de réduire les coûts et de rendre viables les séries animées à la télévision. L'animation limitée sur celluloïd à la fin des années 1960 a permis aux chaînes de créer des blocs de 4 heures de dessins animés inédits pour le samedi matin. Ils ont également trouvé un moyen de rendre ces blocs de dessins animés financièrement viables en bombardant sans relâche et sans pitié les enfants impressionnables avec des publicités totalement radicales. Enfin, les chaînes pouvaient enfin offrir aux annonceurs quelque chose qui n'avait jamais été disponible auparavant. Une occasion de s'adresser à un grand nombre d'enfants pendant de longues périodes avec des produits conçus exclusivement pour eux. Il est vite apparu que l'entreprise pouvait être encore plus lucrative, car quelqu'un a compris que les publicités n'étaient pas la seule opportunité de vendre des produits. Les annonceurs collaborent avec les chaînes pour créer des émissions centrées sur leurs produits. Des émissions comme He-Man et les Maîtres de l'Univers, Transformers et les Tortues Ninja ont essentiellement été créées comme des publicités de 20 minutes pour leur gamme de jouets associés, qui étaient là ni parfois interrompues par des publicités pour d'autres jouets. C'est comme un tour de magie. Le seul problème, c'est que ce tour de magie était réalisé par des fabricants de jouets déterminés à apprendre à des enfants trop jeunes pour comprendre le concept d'un revenu fixe, à supplier leurs parents pour une infinité de jouets coûteux. Finalement, la loi a décidé d'intervenir. Les fabricants de jouets et dirigeants de dessins animés exploitaient les dessins animés du samedi matin depuis des décennies. Mais finalement, les parents ont été déçus par le manque de sens et de pudeur de certaines émissions. Bien que Shakespeare aurait pu apprécier les Transformers, parents et militants n'en voulaient absolument pas. Ils se sont élevés contre le bourbier coloré du divertissement marketing créé par le complexe industriel des jouets à la télévision et ont exigé que les diffuseurs proposent au moins un peu de contenu éducatif pour les enfants en échange de leur licence lucrative. En 1990, le Congrès a adopté la loi sur la télévision pour enfants, obligeant les chaînes à diffuser plus d'émissions éducatives pour enfants, comme une émission où Musclor ferait des mathématiques. La FCC a encore renforcé ces règles en 1996, stipulant que les chaînes devaient inclure au moins 3 heures de programmes éducatifs par semaine, parmi d'autres mesures répressives. Les chaînes, refusant de modifier leur programme du soir, ont envahi les blocs de dessins animés du samedi matin avec des émissions éducatives. Si vous pensez que rendre les dessins animés du samedi matin éducatifs les rend plus attrayants pour les adultes, mais moins pour les enfants, vous avez raison. Ces tortues étaient ninjas, pas membres de l'équipe de débat, et ce n'est pas un hasard. Les enfants, pensant avoir assez d'éducation à l'école, n'ont pas aimé ce changement, ce qui a fait baisser l'audience des dessins animés du samedi matin. Dans les années 1990, convaincre les enfants de regarder la télévision éducative le week-end était déjà difficile, et les chaînes traditionnelles devaient aussi affronter la concurrence du câble. En 1992, Cartoon Network a été lancé, élargissant encore le nombre de chaînes dédiées aux enfants qui comprenaient déjà Nickelodeon et Disney Channel à cette époque. Les grandes chaînes qui diffusaient des dessins animés le samedi matin ont réussi à repousser ces intrus pendant un certain temps, mais presque immédiatement après les obligations éducatives imposées par la FCC en 1996, les chaînes du câble sont devenues les principales références pour les programmes destinés aux enfants. En moins d'un an, Nickelodeon est devenue la chaîne pour enfants la plus populaire. Les chaînes du câble, non soumises aux règles de la FCC, diffusaient tout ce qu'elles voulaient, y compris les émissions prétendument abrutissantes. Vous savez, les meilleures. En plus de cela, la simple existence de ces chaînes avait déjà réduit la nouveauté de se lever tôt le samedi pour regarder ses dessins animés préférés, car elles diffusaient des programmes pour enfants, 24 heures sur 24. À quoi servent les dessins animés du samedi matin alors que plusieurs chaînes en diffusent toute la journée? Sous la pression des parents, du Congrès et des chaînes câblées, les chaînes ont compris que leur poule aux œufs d'or du samedi matin était cuite au moment où les enfants se sont aussi détournés d'elles. Pas consciemment, bien sûr. C'est simplement que les goûts des enfants en matière d'émissions de télévision commençaient à changer. Le dirigeant de NBC, Lee Gaither, a décrit l'évolution des préférences des enfants en matière de divertissement en soulignant qu'avec l'essor de la télévision par câble, les enfants de plus de 8 ans commençaient à se diviser en groupes très différents. Les chaînes ont constaté que certains enfants aimaient l'animation, d'autres non, et que les émissions en prise de vue réelle destinées aux enfants gagnaient en popularité. Et selon Gaither, il était devenu difficile de trouver un enfant qui aimait uniquement l'animation.
Les dessins animés attiraient surtout les garçons, tandis que les émissions en prise de vue réelle plaisaient autant aux filles qu'aux garçons préadolescents. En résumé, les blocs de dessins animés de 4 heures n'avaient tout simplement plus autant de sens, peu importe le nombre de jouets sensationnels qu'ils vendaient. Le coup de grâce pour les dessins animés du samedi matin serait le même qui a mis à terre toute l'industrie de la télévision de rendez-vous, la naissance de Netflix. Lors de son lancement en 1998, l'avenir s'est manifesté. Le service de streaming, alors limité à l'envoi de DVD par la poste, n'offrait pas encore de programmes originaux. En réalité, il se contentait d'acquérir sous licence une grande partie de ses contenus pour enfants directement auprès des chaînes du câble. Mais cela détournait déjà le public de la télévision, tout comme Hulu lors de son lancement en 2007. Grâce à ces services, les programmes des chaînes ont perdu de l'influence, les enfants pouvant regarder ce qu'ils voulaient quand ils le souhaitaient. Les adultes ont également commencé à s'éloigner de la télévision traditionnelle en se tournant vers le streaming. Le 4 octobre 2014 a marqué le premier week-end aux États-Unis sans dessin animé du samedi matin depuis le début de ce phénomène. Nous aimerions dire que les enfants de tout le pays portaient du noir pour la journée nationale de deuil. Mais à ce moment-là, plus personne ne s'en préoccupait vraiment. NBC a été la première à supprimer son créneau de dessin animé en 1992, suivi de près par CBS. ABC a résisté un temps grâce à ses programmes Disney, mais le temps finit par nous rattraper. ABC a cessé de diffuser ses dernières cases-narres, Yokaz DZB, nias de dessins animés du samedi matin en 2004. Fox, quant à elle, a finalement mis fin aux dessins animés du samedi matin en 2008, laissant la CW comme dernier bastion lorsqu'elle a éteint les lumières en 2014. Plus de 20 ans ont passé depuis le début du déclin. Et c'est tout, les amis. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Punk'd, qui a été diffusé sur MTV de 2003 à 2007, était une émission de télé-réalité animée par Ashton Kutcher, célèbre à la fois pour son rôle principal de Michael Kelso dans la sitcom de Fox, That 70 Show, et pour sa beauté générale. Aïe aïe aïe. Punk'd était une émission de caméra cachée où Kutcher et son équipe piégeaient des célébrités dans des situations absurdes, filmant leurs réactions à la manière de Candid Camera ou TV's Bloopers and Practical Jokes. Kutcher avait d'abord travaillé sur une série appelée Harassment, où il faisait des blagues à des gens ordinaires. Bien qu'il ait trouvé un titre résumant parfaitement le genre des émissions de farce, Kutcher a abandonné le concept après avoir été poursuivi pour avoir placé un faux cadavre dans la piscine de l'hôtel Hard Rock à Las Vegas. Eh bien, Ashton, ça c'est de la comédie. Contrarié par les lois humaines et la décence commune, il a eu une nouvelle idée. Cette idée, c'était Punk'd, dont la nouveauté était de piéger des célébrités et non des anonymes, car les stars, soucieuses de leur image, réagiraient plus sportivement et seraient moins enclines à poursuivre en justice. L'émission a réussi à tromper quelques célébrités très connues, dont Justin Timberlake, Jessica Biel, Tracy Morgan, Lindsay Lohan, Kirsten Dunst, Hugh Jackman, Zoé Saldana, Kanye West, The Rock, Beyoncé et bien d'autres encore. Avec le temps, Kuchar et ses coproducteurs ont constaté qu'organiser une émission de farce avec des cibles habituées à chercher des caméras était bien plus difficile qu'il n'y paraît. Ils se sont rapidement tournés vers des astuces de montage et même des fabrications pures et simples pour obtenir le contenu dont ils avaient besoin. Punk'd était mémorable car on voyait les célébrités perdre leur sang-froid dans des situations absurdes. Le but d'une émission de caméra cachée est de montrer la réaction authentique face à une blague. N'est-ce pas ? Eh bien pas vraiment. Souvent la célébrité piégée n'était pas satisfaite de sa réaction naturelle et ne voulait pas que le public la voie, et on peut le comprendre. Vous n'aurez pas l'air flatteur en ruinant un mariage ou en voyant le gouvernement prendre votre chien. Dans ces cas-là, les images brutes étaient laissées de côté et remplacées par d'autres prises moins embarrassantes. Un exemple célèbre est l'épisode avec le rappeur Drake. Drake croyait rencontrer Joe Biden, alors vice-président, mais l'équipe de Punk'd a simulé un tremblement de terre. Dans l'épisode, Drake est justement alarmé. Mais sa réaction initiale, non montée, était apparemment bien plus spectaculaire. Selon les souvenirs d'Ashton Kutcher, Drake a sursauté et s'est recroquevillé en position fétale sur les genoux de son ami. On comprend pourquoi la hotline ne sonne plus.
Les fans de l'émission pouvaient penser qu'Ashton Kutcher organisait personnellement chaque farce dans Punk'd, puisqu'on le voit presque toujours donner des instructions via une oreillette aux acteurs qui réalisent les blagues. Mais Ashton Kutcher n'était pas chargé de décider si une farce allait trop loin. MTV avait une équipe d'avocats présents pour conseiller et stopper une blague si nécessaire. Comme l'a expliqué Ashton Kutcher, la principale responsabilité de ces avocats était de s'assurer qu'à aucun moment nous n'enfreignions la loi ou ne mettions qui que ce soit en danger d'une quelconque manière. En d'autres termes, il s'agissait surtout de couvrir nos arrières. Mais même avec des équipes d'avocats essayant de rester dans les limites de la légalité, Punk'd est parfois devenu dangereux. Par exemple, dans l'épisode de Serena Williams, la star du tennis conduit courageusement une voiture à près de 160 km/h pour poursuivre 2 enfants. Encore une fois, très drôle, Ashton. Rob Pinkston, qui jouait un adolescent dans l'épisode, a admis qu'ils avaient repoussé les limites de la sécurité personnelle parce qu'il avait l'impression que son emploi était en jeu. D'après Pinkston, Jason Goldberg et Ashton Kutcher, co-créateurs de Punk'd, me parlaient à l'oreillette durant la séquence et nous demandèrent de continuer tant que c'était sûr. Mais je pense qu'on a un peu repoussé la limite du « sans danger ». Faire conduire l'une des plus grandes athlètes du monde comme si elle était dernière à Mario Kart, c'est clairement quelque chose que n'importe quel tribunal chargé des infractions routières jugerait dangereux. De plus, Pinkston affirme que les producteurs se souciaient uniquement du fait qu'il ait sauvé la séquence en semant Serena pendant la poursuite. Lors de la diffusion, le montage suggérait que Williams avait été chargé de conduire vers l'endroit où les enfants avaient été emmenés. Toute la farce a essentiellement été réécrite après coup pour la rendre moins choquante et moins potentiellement illégale. Les acteurs de Punk'd ont affirmé qu'on les encourageait souvent à aller trop loin. Par exemple, Julia Wolof, qui a joué dans un épisode de Punk'd avec le rappeur Jadakiss, a déclaré que les producteurs essayaient de la pousser à pousser Jadakiss à bout, même s'ils savaient qu'il pouvait être armé. C'est du génie, Ashton. Lorsqu'elle a exprimé son malaise aux producteurs, elle affirme qu'ils lui ont dit de ne pas s'en faire et de continuer. Ce qui correspond au souvenir de Pinkston concernant l'épisode avec Serena Williams. Faire une blague consiste à plonger une personne sans méfiance dans une situation déstabilisante et stressante. Et il est difficile de prédire comment ils vont réagir. Certaines personnes s'adaptent simplement aux circonstances inhabituelles. D'autres sont déconcertées ou deviennent émotives. Et certaines peuvent devenir carrément violentes. Cette réaction est bien plus fréquente qu'on ne le croit. Il existe un sous-genre YouTube dédié aux farces finissant en bagarre. Punk'd a connu tant de situations dangereuses que l'émission imposait « Si une arme apparaît, stoppez la farce et révélez-vous aussitôt ». Pourquoi une telle règle ? Une arme à feu a été sortie lors d'un épisode inédit avec les Black Eyed Peas, et une altercation physique a éclaté lorsqu'une personne de l'entourage du groupe a sorti l'arme. Ce n'était pas la seule fois où ça a mal tourné. Punk'd manipulait fréquemment les réactions des célébrités au montage, surtout quand la star était présentée sous un jour négatif. Personne ne veut voir Dwayne The Rock Johnson frapper des acteurs d'improvisation pour avoir simulé le vol de son escalade. Pas même lui. Par exemple, dans l'épisode avec Zach Braff, l'acteur a réellement donné des coups de poing quand il a cru que quelqu'un avait tagué sa toute nouvelle Porsche. Rob Pinkston, qui incarnait l'adolescent délinquant, a reconnu que la star avait tenté de le frapper alors qu'il courait vers son collègue acteur, Chris Elwood, qui jouait un agent de sécurité. En courant, Pinkston, effrayé, sentait les coups de poing de Braff sur sa veste. Elwood a confirmé l'histoire de Pinkston, vérifiant que Braff avait effectivement essayé d'attaquer Rob Pinkston, mais avait frappé le bras d'Elwood à la place. Pour citer directement Elwood, Braff voulait clairement mettre une raclée monumentale à ce gamin. Pour éviter à Braff de paraître comme un maniaque violent, MTV a supprimé les coups de poing lors de la diffusion, donnant l'impression qu'il s'était limité à menacer Pinkston avec des insultes. Il est normal de craindre une réaction comme « il pourrait nous casser la gueule » si on fait semblant d'abîmer la voiture de sport à 100 000 $ de quelqu'un. L'épisode le plus viral de Punk'd mettait en vedette Justin Timberlake, qui n'était pas aussi innocent qu'il en avait l'air dans l'émission. Timberlake a raconté sa version de l'histoire lors d'une interview avec Playboy en 2011, au cours de laquelle il a révélé que la blague elle-même ou les biens de la pop star étaient soi-disant saisis par le fisc, avait duré bien plus longtemps que ce qui avait été montré à la télévision. Selon lui, le segment de 10 minutes diffusé dans l'épisode venait en réalité d'un calvaire de 45 minutes et montrait une réaction bien plus agressive. Timberlake raconte être arrivé chez lui, demandant ce que toutes ces personnes faisaient sur sa propriété et leur ordonnant à plusieurs reprises de partir, avec des insultes dignes de Tarantino.
Mais ce comportement bien qu'honnête ne correspondait pas à l'image lisse de Timberlake. Il a donc été retiré de l'épisode. JT ne semble à l'aise à l'idée de passer pour un con que chez David Fincher. Punk montre Ashton Kutcher et son équipe comme des farceurs brillants pouvant piéger presque tout le monde et semer le chaos chez des célébrités totalement prises au dépourvu. Mais en réalité, Kutcher n'avait vraiment pas un très bon palmarès quand il s'agissait de piéger ses connaissances célèbres. Par exemple, Kutcher a essayé de piéger Neve Campbell à plusieurs reprises, mais il n'a réussi à la tromper qu'à la 3e tentative. Pendant ce temps, le groupe Simple Plan a été presque impossible à piéger après avoir repéré les caméras cachées de l'émission. Ironiquement, leur jouer un tour a demandé une stratégie plus complexe que ce que leur nom laisse penser. Mais Nick Cannon fut la célébrité la plus difficile à piéger. L'équipe aurait essayé de lui faire une farce pas moins de 4 fois, sans succès. Finalement, aucun des épisodes avec Cannon n'a jamais été diffusé, mais Kutcher a décidé de l'embaucher à la place et Cannon a commencé à participer au canular lors de la 9e saison de l'émission. À mesure que Punk'd gagnait en popularité, leur équipe devenait trop reconnaissable pour rester discrète. Ainsi, les célébrités piégées reconnaissaient l'équipe de Punk'd, bien que l'émission prétendait le contraire. Dans un épisode avec Lil Jon, Ashton Kutcher a fait jouer à des acteurs récurrents des agents des douanes tentant de convaincre le rappeur que son avion allait en Équateur au lieu de Las Vegas. Lil Jon a reconnu les acteurs et a exigé qu'Ashton Kutcher se montre, criant apparemment « Tu ne peux pas piéger le roi du crunk ». Et avant d'essayer ça par vous-même, souvenez-vous que cette phrase ne fonctionne que lorsque Lil Jon l'a dit. Pamela Anderson, star d'Alerte à Malibu, savait apparemment que c'était une farce depuis le début. Dans son épisode non diffusé de Punk Day, elle a cru qu'un film pour adultes se tournait chez elle, mais Anderson dit avoir su dès le début que c'était une blague. Certaines stars étaient si impossibles à piéger que Kutcher n'essayait même pas. Par exemple, Kutcher a renoncé à piéger le célèbre maître des farces George Clooney après que Brad Pitt l'en ait dissuadé. On ne peut pas vraiment contester la logique de faire tout ce que Brad Pitt vous dit de faire, dommage que nous n'ayons pas pu voir George Clooney prendre à son propre jeu le farceur le plus célèbre des années 2000. L'émission a pris fin en 2007, mais les producteurs de Punk'd savaient qu'il y aurait toujours un public pour des farces avec des célébrités. En mars 2012, Punk'd est revenu sur MTV. Mais cette fois, l'animateur original Ashton Kutcher a été remplacé par une série d'animateurs invités dont Justin Bieber, Bam Margera, Tyler the Creator et Miley Cyrus, parmi plusieurs autres. Suite à cette relance, une 10e saison avec de nouveaux animateurs King Bach et D-Storm Power a été produite pour Butte en 2015, mettant en vedette des célébrités piégées comme Michael B. Jordan, Rosario Dawson et Zendaya. Et en 2020, une 11e saison a été diffusée sur le service de streaming éphémère Quibi, animé par Chance the Rapper et mettant en scène des farces à Meg Thee Stallion, Addison Rae et Lil Nas X. Il est difficile de dire si nous avons vraiment vu la fin de Punk'd, mais on peut l'espérer. Mais si vous êtes une célébrité, il pourrait être judicieux de faire attention aux caméras cachées. Vous savez, encore plus que d'habitude. En 1986, la NASA surfait sur son plus grand coup de com' depuis l'alunissage. L'organisation allait envoyer dans l'espace une institutrice civile nommée Christa McAuliffe. Elle accompagnerait une équipe de 6 astronautes expérimentés et diffuserait 2 leçons vers la Terre depuis l'orbite. Des gens du monde entier voulaient assister en direct à ce moment historique. Qu'une personne ordinaire aille dans l'espace paraissait être un immense progrès pour l'humanité. Des millions de personnes ont vu à la télévision la fusée Challenger exploser quelques secondes après le décollage, détruisant la navette et tout son équipage, dont McAuliffe. La catastrophe a brisé l'enthousiasme du public pour le programme spatial et elle reste l'une des retransmissions en direct les plus tristement célèbres de l'histoire. En 2015, la journaliste Alison Parker et son caméraman Adam Ward, travaillant près de Roanoke, en Virginie, interviewaient Vicky Gardner, directrice exécutive de la chambre de commerce locale, lorsqu'un homme non identifié s'est soudainement approché et les a abattus tous les deux. L'ensemble de ce crime choquant a été diffusé en direct. Le coupable était Vester Lee Flanagan, deuxième qui travaillait auparavant comme journaliste pour la chaîne affiliée à CBS de Roanoke,
avant d'être licencié en 2013 pour conduite inappropriée. Flanagan a tué Parker et Ward par vengeance pour ce qu'il jugeait être un mauvais traitement de la société de diffusion. Vicky Gardner, la personne interviewée, a été touchée dans l'échange de tirs, mais elle a survécu à ses blessures. Une chasse à l'homme s'est engagée, Flanagan menant les autorités dans une poursuite de 3 km avant de conduire son camion hors de la route et de se tirer une balle mortelle. Au moment où le crime a été commis à la télévision, un document rédigé par Flanagan est apparu sur ABC News. Dans ce document, il disait avoir été inspiré par des actes de violence similaires et affirmait être victime de discrimination de ses anciens employeurs, se décrivant comme une bombe humaine prête à exploser. Christine Chubbuck, une présentatrice de journaux télévisés à Sarasota, en Floride, a terminé son émission le 15 juillet 1974 en disant, conformément à la pratique de WXLT de présenter les reportages les plus immédiats et complets sur les faits divers locaux sanglants. La chaîne TV 40 propose, en couleur, une première à la télévision avec une couverture exclusive d'une tentative. Puis elle a sorti un pistolet et l'a utilisé contre elle-même, en direct. Selon des sources proches de la famille, Christine Chubbuck a mené un long combat contre la dépression et les idées d'automutilation et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours 4 ans plus tôt. En 1970, la mère de Christine Chubbuck n'a pas averti la direction de WXLT des problèmes de sa fille, craignant son licenciement. Quelques jours avant la diffusion fatale, Christine Chubbuck a organisé une fête avec ses collègues. Craig Zager a déclaré « Elle passait un très bon moment. C'était sa fête d'adieu, son moment pour dire au revoir à tous. » Mais évidemment, nous ne l'avions pas compris alors. En 2016, des réalisateurs différents ont sorti 2 films sur l'incident, Christine et Kate joue Christine, qui racontaient tous deux la dégradation de l'état de Christine Chubbuck dans la période précédant la tragédie. Robert Bud Dwyer a été le trésorier de la Pennsylvanie de 1981 à 1987 jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans une série de scandales et finalement condamné pour corruption. Le 22 janvier 1987, la veille de son verdict, et alors qu'il risquait des centaines de milliers de dollars d'amende et potentiellement 55 ans de prison, Dwyer a convoqué une conférence de presse. Il a prononcé un discours décousu de 30 minutes proclamant son innocence et affirmant qu'il était la victime d'un vaste complot au sein du ministère de la Justice visant à détruire sa carrière. À la fin de son discours, il a soudainement dit quelque chose d'inhabituellement inquiétant. « Partez tout de suite si vous avez l'estomac ou l'esprit fragile, je ne veux pas causer de détresse. Adieu à tous au compte de 3. Veuillez vous assurer que le sacrifice de ma vie ne soit pas vain. » Puis Dwyer a sorti un pistolet d'une enveloppe manille et s'est tiré une balle. L'acte a été diffusé en direct sur de nombreuses chaînes de Pennsylvanie, tandis que le secrétaire de presse, James Orshock, demandait aux caméramens de quitter la pièce et de faire preuve de décorum. Malgré ses efforts, l'événement choquant a été enregistré par plusieurs sources. Des vidéos ont circulé et les derniers instants dramatiques de Dwyer ont brièvement marqué l'époque. Le succès de Filter en 1995, Hey Man, Nice Shot, fait directement référence à l'événement, et Kurt Cobain était connu pour regarder sa copie de la vidéo de façon obsessionnelle. En 1998, Daniel Zito Jones, un agent d'entretien séropositif de Los Angeles, a garé son camion au milieu d'une autoroute et a déployé une bannière sur laquelle était écrit « Les HMO ne pensent qu'à l'argent. Vis librement, fais l'amour sans risque ou meurs. » L'équipe du SWAT, suivie d'hélicoptères de presse, a tenté de négocier avec Jones sans savoir ce qu'il ferait ni si cette confrontation était un simple acte de protestation. Mais alors que la police et de nombreux témoins regardaient en direct à la télévision, stupéfaits, Jones s'est immolé par le feu puis s'est suicidé avec une arme à feu. Cet acte dramatique de protestation a été diffusé en direct sur de nombreuses chaînes, interrompant plusieurs dessins animés de l'après-midi. Avant son dernier acte, Jones a jeté une cassette vidéo sur l'autoroute. Les autorités l'ont visionné et y ont trouvé des images de Jones expliquant ses actions et protestant contre l'immense douleur et la stigmatisation sociale auxquelles il faisait face à cause de son diagnostic de VIH. Jones aurait déclaré que la maladie affectait son système neurologique et qu'il n'avait aucune envie d'attendre de perdre la raison. 2 hélicoptères sont entrés en collision dans le ciel de Phoenix, Arizona, en 2007. 2 hélicoptères de chaînes d'information différentes suivaient en direct une poursuite policière. Le pilote Craig Smith et le photographe Rick Krolak
était dans l'hélicoptère de la chaîne 15, tandis que le pilote Scott Bowerbank et le photographe Jim Cox volaient pour la chaîne 3. En tentant de suivre l'action, les deux pilotes se sont retrouvés sur la même trajectoire, provoquant une collision aérienne mortelle pour les 4 hommes. Après l'accident mortel, les familles de Smith et Bowerbank ont porté plainte pour décès injustifiés contre toutes les parties, mais celles-ci ont toutes été rejetées. Le National Transportation Safety Board a conclu que les pilotes étaient responsables de ne pas s'être vus avant la collision. En 1960, le nationaliste japonais d'extrême droite, Otoya Yamaguchi, a fait irruption lors d'un débat politique télévisé en direct avec le président du Parti socialiste, Hinojiro Asanuma, et l'a attaqué avec un wakizashi traditionnel ou sabre court avant d'être maîtrisé. Asanuma a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Yamaguchi portait un carnet expliquant ses motivations. On pouvait notamment lire « Je ne vous en veux pas personnellement pour vos positions en tant que dirigeant du Parti socialiste, mais je ne peux pas vous pardonner. Je me sens pas tato. Je serai désormais l'instrument qui fera tomber le jugement du ciel sur vous. » Lee Harvey Oswald était sans conteste l'homme le plus détesté d'Amérique après avoir ôté la vie au président John F. Kennedy en 1963 lors d'un cortège présidentiel fatidique à Dallas. Le tristement célèbre film Zapruder a capté des images de la tragédie, mais ces images n'ont pas été diffusées à la télévision, contrairement au destin d'Oswald. Alors qu'Oswald était transféré d'une prison à une autre, Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit locale ayant des liens avec le crime organisé, a surgi de la foule rassemblée autour du tristement célèbre assassin et a tiré sur Oswald à bout portant pendant que les caméras de télévision tournaient. Des photographies emblématiques de la fusillade ont été publiées dans les journaux le lendemain. Ce moment en direct a engendré des milliers d'autres théories du complot, s'ajoutant à celles entourant déjà la mort de JFK. Ruby a-t-il agi seul? Agissait-il en tant qu'agent de la mafia? Quels étaient ses liens avec les Kennedy? Malheureusement, nous ne le saurons probablement jamais. En 1997, 2 hommes ont braqué une succursale de Bank of America à North Hollywood, en Californie, avec un véritable arsenal d'armes à feu. Sous les yeux du monde entier, à la télévision, ils ont échangé des tirs avec la police, blessant 11 policiers et 7 passants, et ont été tués par balles. L'incident a vite été appelé la bataille de North Hollywood. Les 2 suspects, Larry Phillips Jr. et Emilio Mata Serrano, avaient perpétré l'un des braquages les plus spectaculaires jamais enregistrés. Pendant toute la confrontation, environ 2000 balles ont été échangées entre les tireurs et la police, tandis que les caméras de presse enregistraient chaque seconde. Avant que Sean Nelson ne sème la terreur dans les rues de San Diego à bord d'un char volé, il était vétéran de l'armée, plombier, accro à la méthamphétamine et peut-être atteint d'un trouble mental non diagnostiqué. Après avoir volé un char dans un arsenal de la garde nationale, le vétéran Sean Nelson a entraîné la police dans une course-poursuite télévisée de 23 minutes dans San Diego, détruisant des centaines de milliers de dollars de biens en traversant des bâtiments avec le véhicule blindé. Nelson avait trouvé du travail comme plombier après l'armée, mais il luttait contre une addiction et il a été supposé qu'il souffrait probablement d'autres problèmes de santé mentale qui n'étaient pas traités. Chaque moment de la folle course de Nelson a été diffusé à la télévision, des hélicoptères de presse suivant le char volé. La poursuite a finalement pris fin lorsqu'un policier est monté sur le char et a tiré dans la trappe, touchant mortellement Nelson. Les motivations de Nelson restent mystérieuses, même si certains pensent qu'il voulait seulement cibler les services publics et causer des dégâts sans blesser personne. David Bowie était le dernier invité musical idéal des années 1970. Les téléspectateurs étaient ravis, mais David Bowie était contrarié par la censure par NBC d'un couplet de sa chanson « Boys Keep Swinging ». Quand tu es un garçon, les autres garçons te regardent. N'étant pas du genre à apprécier que des cadres anonymes de la télévision s'immiscent dans son art, David Bowie a réagi pendant l'interprétation de la chanson. Il portait ce qu'on ne peut décrire que comme un immense costume de marionnette, couvrant le devant de son corps. À la fin de la chanson, ce qui semblait être un membre géant, mais qui était en réalité simplement un serpentin de fête enroulé, est sorti du pantalon de la marionnette et s'est mis à s'agiter dans tous les sens. On suppose qu'à ce moment, NBC a regretté de ne pas avoir laissé les choses comme avant.
Mené par Lee Ving, l'homme qui a joué Mr. Body dans Cluedo, le groupe punk Fear était célèbre pour ses concerts déchaînés où ils attaquaient leur propre public avec des insultes sexistes et homophobes. John Belushi, grand fan, a utilisé ses relations pour les inviter à l'épisode Halloween 1981. Ving a saisi l'occasion pour provoquer le public new-yorkais en lançant « C'est génial d'être dans le New Jersey » et en scandant ensuite « New York craint ». Le concert du groupe a été interrompu après un mosh pit incontrôlable sur scène. Mais les vrais dégâts sont survenus après l'arrêt des caméras, lorsque Fear et leurs fans auraient causé pour 200 000 $ de dégâts au studio. Sans surprise, le groupe a été définitivement banni du SNL. Cela peut sembler ridicule aujourd'hui, mais le 15 octobre 1988, le sketch Nude Beach de SNL, écrit par Conan O'Brien, alors scénariste de SNL, et avec l'animateur Matthew Broderick, a été extrêmement controversé. Pourquoi? Eh bien, dans le sketch, Broderick visitait sa première plage nudiste avec un ami. Après avoir rencontré d'autres personnes sur la plage, les hommes évoquent la taille du membre de Broderick, utilisant le mot « pénis » plus de 40 fois en 4 minutes, soit en moyenne une fois toutes les 6 secondes. Ça fait beaucoup de zizi. Le sketch a suscité des milliers de plaintes écrites lors de sa diffusion, mais reste facilement accessible en ligne, contrairement à d'autres segments de l'épisode. Apparemment, NBC n'a pas ressenti le besoin de cacher cette plage nudiste au public. Dans les années 1990, l'humoriste Andrew Dice Clay était au sommet de sa popularité et connaissait un succès fulgurant. Mais ses sketchs étaient controversés. Clay jouait un personnage misogyne et homophobe, mais ses détracteurs disaient qu'il était difficile de savoir s'il jouait ou tenait vraiment des propos haineux. Le fait qu'il présente SNL le 12 mai 1990 a provoqué une réaction négative avant même la diffusion de l'épisode. Nora Dunn, membre de la troupe, a refusé de participer à l'épisode car elle ne voulait pas cautionner l'humour de Clay, personnage ou non. La décision de Dunn a suscité soutien et moquerie, NBC partageant en partie ses inquiétudes. La chaîne a imposé un délai rare de 5 à 7 secondes sur le programme en direct, au cas où le Dice Man sortirait du script. Il faut reconnaître à Dice qu'il a joué le jeu sans incident, se moquant de son image et de la controverse. De loin, la plus grande controverse ayant jamais frappé SNL est survenue le 3 octobre 1992. Sinéad O'Connor était l'invité musical, et au dernier moment, avant la répétition générale, elle a annoncé qu'au lieu de son programme initialement prévu, elle voulait plutôt chanter une version a cappella de War de Bob Marley. Elle expliquait vouloir attirer l'attention sur la maltraitance des enfants et a demandé un zoom sur ses mains à la fin pour montrer une photo d'enfant. La répétition générale s'est bien passée et la photo finale a marqué les esprits. Lors du direct, l'équipe a repris la même routine. Mais cette fois, Sinéad O'Connor n'avait pas de photo d'enfant. Cette fois, elle tenait une photo du pape Jean-Paul II. Elle a ensuite déchiré la photo en disant « Combattez le véritable ennemi ». Personne n'a applaudi, et même en coulisses, Sinéad O'Connor a raconté plus tard que tout le monde, y compris son manager, s'était enfui pour l'éviter. Le 5 décembre 1992, lors du célèbre sketch Wayne's World, Mike Myers et Dana Carvey ont présenté une liste des choses les plus excitantes à propos de la victoire de Bill Clinton à l'élection présidentielle. Parmi elles figurait Chelsea, 12 ans fille du président, décrite comme une bombe en devenir. C'était étrange. La réaction a été immédiate et la blague inappropriée a été retirée des rediffusions de l'émission. Même aujourd'hui, l'extrait de cette blague n'est pas disponible dans les archives de SNL de NBC. Humoriste n'ayant pas peur de repousser les limites du bon goût, Martin Lawrence n'était pas celui qu'on souhaitait voir improviser. Cela ne l'a cependant pas empêché de décider de tester de nouvelles blagues lors de l'enregistrement de son monologue à SNL le 19 février 1994. Les nouvelles blagues portaient principalement sur John Bobbitt, dont l'agression unique par sa femme Lorraine faisait de lui un sujet courant pour les animateurs de fin de soirée à l'époque. Le reste du numéro de Lawrence, cependant, portait sur ses opinions concernant l'hygiène féminine, ce qui a eu moins de succès. Les pires parties du monologue ont été coupées lors des rediffusions et remplacées par un résumé à l'écran de ce qui avait été dit. Lawrence n'a jamais été réinvité. Dans un moment qui resterait à jamais tristement célèbre sur YouTube, le lauréat de l'Oscar Adrien Brody a spontanément mis de fausses dreadlocks et a tenté de prendre la parole. Il a pris un accent patois jamaïcain en présentant l'invité musical, le chanteur de reggae Sean Paul, lors de l'épisode du 10 mai 2003 de SNL. C'est ce que les jeunes appellent aujourd'hui cringe. Brody a dit des choses comme « respect à tous, respect à ma tante, respect à tous les aspects, respect à mon cou, respect à mes genoux, big up Jamaïque Massive, big up Kingston Massive. Et non, je ne vais pas imiter la voix. »
Les membres du casting et de l'équipe ont regardé, gênés, et Brody n'est jamais revenu présenter l'émission. La vie va très vite. Par exemple, le 23 octobre 2004, l'invité musical Ashlee Simpson a chanté sa première chanson « Pieces of Me » et ça s'est bien passé. Mais pour sa deuxième chanson, c'était différent. Simpson devait chanter « Autobiography », mais la musique de « Pieces of Me » a encore retenti. Son groupe a tenté de se rattraper en lançant « Pieces of Me », mais la voix préenregistrée de Simpson est sortie des haut-parleurs, révélant qu'elle ne chantait pas et laissant le public perplexe, comme avec Milli Vanilli. Visiblement embarrassé, Simpson a fait une petite danse puis a quitté la scène. L'événement a été très médiatisé, et même si Simpson affirmait que son médecin lui avait interdit de chanter pour un souci de gorge, sa carrière n'a jamais vraiment retrouvé son élan. Les blagues aux dépens des personnes en situation de handicap étaient autrefois assez courantes à la télévision, mais en 2007, cela était heureusement largement passé de mode. Le 24 février de cette année, SNL a diffusé un sketch où Bill Hader, jouant un personnage, a fait un commentaire étrange sur son père. « Je me souviens d'une super journée au parc. On s'est beaucoup amusé. Il courait dans l'herbe en poursuivant les écureuils. On a jeté des pièces dans la fontaine pendant des heures. C'était la première fois que je me suis dit « J'ai un père ». Et non, j'ai un père atteint de trisomie 21. Le public a ri, mais les téléspectateurs se sont vite sentis offensés. Et le PDG et président de la Société nationale de la trisomie 21 ont finalement rédigé une lettre au producteur Lorne Michaels pour le fustiger à cause du sketch. À part peut-être une certaine performance nommée aux Oscars, il est rarement judicieux pour des artistes blancs de se grimer en noir, car cette pratique est profondément ancrée dans une longue histoire de racisme. Néanmoins, lors de l'épisode du 11 mars 2000 de SNL, Jimmy Fallon a mis du maquillage foncé pour imiter son ami et collègue Chris Rock. Le sketch n'a pas fait grand bruit lors de sa diffusion, mais une polémique a éclaté en 2020 après que la vidéo ait refait surface en ligne. Fallon, alors animateur du Tonight Show, a consacré un épisode à présenter ses excuses pour cet incident. Cependant, il ne s'est jamais excusé pour le film Taxi. Lorsque SNL a annoncé Kanye West comme invité musical pour l'épisode du 29 septembre 2018, certaines personnes ont supposé que la star, connue pour son tempérament orageux, pourrait provoquer une controverse. Ces personnes avaient raison. West a refusé d'enlever sa casquette MAGA pro-Trump, même après que l'équipe lui ait expressément demandé de la retirer. Après une chanson et durant la pause pub, il est resté sur scène et a fait un discours pro-Trump, provoquant des huées du public. Il a ensuite donné une performance étrange, déguisée en bouteille d'eau. Globalement, c'était très bizarre. Même pour Kanye. Dans l'épisode du 7 octobre, SNL a parodié les publicités Safelite en transformant les techniciens de réparation de pare-brise en personnages très louches. Le sketch montrait Beck Bennett, technicien Safelite, cassant exprès le pare-brise d'une cliente pour draguer sa fille ado. Le public était peu enthousiaste, et Safelite était, à juste titre, contrarié. NBC a fait de son mieux pour retirer la vidéo d'Internet et remplacer le segment dans les rediffusions par un sketch inédit. Se moquer du handicap d'une personne n'est pas très glorieux pour un humoriste, mais c'est encore pire lorsque la personne est aussi un ancien combattant. Lors de la rubrique Weekend Update du 3 novembre 2018, Pete Davidson a joué un personnage très mal informé sur l'élection à venir à l'époque. Réagissant à une photo de Dan Crenshaw, candidat au Congrès portant un cache-œil, Davidson a plaisanté. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il est candidat du Texas au Congrès et non un rôle de tueur à gages dans un film porno. Je suis désolé, je sais qu'il a perdu un œil à la guerre. L'humoriste jouait un personnage ignorant et la blague devait se retourner contre lui. Mais le commentaire « il a perdu son œil à la guerre » ou peu importe, allait trop loin pour beaucoup, car Crenshaw, ancien militaire de la marine américaine, a perdu son œil dans une explosion en Afghanistan. Beaucoup n'ont pas apprécié, et SNL a vite invité Crenshaw la semaine suivante pour plaisanter avec Davidson et apaiser les tensions. La pop star JoJo, de son vrai nom Johanna Noël Levesque, a sorti son premier single, Leave Get Out, alors qu'elle n'avait que 13 ans, devenant ainsi la plus jeune artiste solo de l'histoire à atteindre la première place du classement Billboard Mainstream Top 40 aux États-Unis. Rebecca Black n'a malheureusement pas connu un tel succès. Avec autant de succès jeunes, vous croiriez sûrement que JoJo gagnait autant que Macaulay Culkin et avait un bel endroit où vivre.
Sauf que, lors de la diffusion de son épisode de MTV Cribs, la jeune pop star ne vivait en réalité pas du tout dans une maison. Elle a ensuite avoué qu'à l'époque, elle et sa mère vivaient avec leurs valises et logeaient surtout à l'hôtel. Plutôt que d'acheter un appartement de luxe lors d'une vente aux enchères de la police avant le tournage, Jojo a emprunté la maison de son oncle. Selon la star, ce n'était ni ma maison, ni mes affaires. Quand j'étais assise sur le truc qui tourne, c'était à ses enfants. Jojo finira par se rappeler que toute cette expérience était ridicule. La chanteuse a regretté cette décision, disant « J'aurais dû en faire plus et dire « Bienvenue chez moi, regardez comme c'est luxueux » et j'aurais dû tout faire à ma façon. Mais non, j'ai juste utilisé la maison de mon oncle, donc c'était moi qui mentais sur Cribs. Il faut se demander si c'était vraiment judicieux que MTV Cribs fasse un épisode sur une fille de 13 ans dès le départ. Une visite de chambre de collégienne ferait une bonne émission TV, mais pas pour les raisons espérées par MTV. Ja Rule est célèbre comme rappeur et pour avoir perdu face à Vin Diesel et Paul Walker lors de la première course de rue jamais montrée dans un film Fast and Furious. Il avait sans doute une maison impressionnante au début des années 2000, mais cela ne se voyait pas dans l'émission Cribs. Pour une raison quelconque, le rappeur a décidé de louer un manoir pour le week-end et de le faire passer pour le sien lorsque MTV a commencé à filmer. Ce serait déjà assez étrange en soi. Mais Ja a mis un vrai bazar. Littéralement, il a finalement été poursuivi en justice par le véritable propriétaire en 2004 pour avoir saccagé la propriété et pour avoir laissé MTV filmer là-bas sans autorisation. Heureusement, Ja Rule s'est ressaisi à temps pour organiser le Fyre Festival. La pop star britannique Robbie Williams a eu une sacrée carrière. Il a obtenu 7 singles numéro 1 au Royaume-Uni, et 11 de ses 12 albums studio ont atteint la première place. Il a réalisé 6 des 100 albums les plus vendus au Royaume-Uni et possède une collection de certains des pires tatouages de l'histoire. Il était le tatouage dans le dos de Ben Affleck des années 2000. Le fait est que Williams pouvait clairement se permettre une maison extravagante. Et dans son épisode de MTV Cribs, il a effectivement montré une maison de célébrité indéniablement impressionnante. Mais cette maison appartenait en fait à une autre célébrité. La maison que Robbie a prétendu sienne appartenait en réalité à Jane Seymour, la star de Dr. Quinn, femme médecin. Il est peut-être simplement un grand fan. Robbie Williams est loin d'être la seule pop star à avoir essayé de faire passer la maison d'une autre célébrité pour la sienne. Prenez par exemple Dame Dash. Dans son épisode de Cribs, il a montré une demeure impressionnante au cœur de Chelsea, à Londres, l'un des quartiers les plus chers du monde. C'était un vrai régal pour le téléspectateur moyen de MTV, mais pour ceux qui s'y connaissaient, c'était suspect. Le magnate de la musique traversait alors de graves problèmes financiers. En 2010, Dame Dash a perdu 2 lofts à Tribeca après une saisie et devait encore 7,3 millions de dollars d'hypothèque. En 2013, il a déclaré devoir 100 000 $ de loyer pour son manoir à Carmel, New York. Quel propriétaire laisse un locataire accumuler autant de dettes? On ne fait clairement pas attention. Alors comment a-t-il réussi à se payer une maison de luxe à Chelsea? La rumeur dit qu'il l'a louée à Mariah Carey. En parlant de Mariah, son épisode de Cribs a aussi créé la controverse, mais pas pour les raisons attendues. Mariah Carey a fait irruption sur la scène au début des années 1990 et est devenue la première artiste à voir ses 5 premiers singles atteindre la première place du Billboard. Hot Scent y compris Emotions et Vision of Love. Avec une carrière que peu pourraient espérer régaler, elle a amassé une fortune ainsi que des maisons extrêmement luxueuses, y compris celles qu'elle aurait soi-disant louées à Dame Dash. Sans surprise, son épisode de Cribs est l'un des plus regardés de l'histoire. La maison incroyablement luxueuse, qui comptait 17 étages et abritait un piano ayant appartenu à la légendaire Marilyn Monroe, est authentique à 100% et appartient entièrement à Mariah. Elle fait aussi des déclarations typiquement Mariah. Dans l'épisode, elle tient des propos étranges et excentriques, affirmant n'avoir utilisé sa douche qu'une fois et avoir dressé ses poissons à être nocturne pour s'adapter à son emploi du temps. Je veux dire, si tu peux dresser des poissons à faire quelque chose, c'est vraiment ça que tu leur apprends? Nager la nuit? Certains pensent qu'elle a inventé ces histoires pour s'adapter au format exagéré de l'émission, s'amuser à taquiner ses fans, ou les deux. Mais ces affirmations pouvaient aussi être totalement sincères. Après tout, Mariah est une diva du niveau de Streisand. Par exemple, l'icône de la pop a révélé publiquement sur son Instagram, puis lors d'interviews, qu'elle avait accouché de ses jumeaux en écoutant une playlist de ses propres chansons. C'est compréhensible, elle a de super morceaux, narcissiques. Franchement, il n'est pas surprenant qu'elle fasse veiller ses poissons la nuit et du sport en talons hauts,
On agit autrement quand on est star mondiale de la pop toute sa vie adulte. En février 2003, le rappeur 50 Cent a sorti l'album Get Rich or Die Tryin'. Salué par toute la presse musicale comme le premier album de rap le plus attendu de la décennie, le titre laissait entendre que l'artiste nageait dans l'argent ou qu'il le serait bientôt. Après tout, il a fait un film du même nom en 2005 qui n'a jamais eu de suite et il est clairement toujours bien vivant. La star du jeu vidéo à succès, 50 Cent Blood on the Sand, a perpétué son image de flambeur lors de son passage dans MTV Cribs, où 50 a exhibé sa somptueuse collection de voitures de sport, comprenant 3 Ferrari. Cependant, des développements ultérieurs allaient remettre en cause la réelle propriété de ces voitures. Selon certaines estimations, 50 Cent avait déjà amassé une fortune de 30 millions de dollars à ce moment-là. Et si c'était le cas, il aurait facilement pu s'offrir ces voitures s'il les voulait. En 2015, lors de sa faillite, le rappeur a précisé qu'il louait les voitures de luxe qu'il montrait comme siennes. Aucun jugement, 50 Cent. Il faut tous passer par un magasin de location au moins une fois. 50 Cent n'est pas le seul à ne pas vraiment posséder sa collection de voitures. Le rappeur Birdman, dont le vrai nom est Brian Christopher Williams, est le fondateur et PDG de Cash Money Records, ainsi que l'homme qui a découvert Lil Wayne. Lors de son passage dans l'émission MTV Cribs, il a exhibé une magnifique Chevy Phantom Downton de 1972 modifiée, qui ne lui appartenait en rien selon la définition traditionnelle de la propriété. La voiture n'était que prêtée pour son épisode appartenant à un homme d'affaires de Cincinnati, mais convenant à l'image de Birdman à cette époque. Donc MTV a organisé pour lui le prêt du véhicule pour l'épisode. Shad Moss, mieux connu sous le nom de Bow Wow et autrefois Lil Bow Wow, n'est pas étranger à l'art de tordre la vérité. En 2018, le rappeur s'est attiré des ennuis lorsqu'il a publié une photo de banque d'images d'un jet privé sur Instagram en prétendant qu'il s'agissait du sien. Apprends à utiliser la recherche d'images inversée si tu veux mentir sur Instagram. Donc, ce n'est probablement pas une grande surprise d'apprendre que Bow Wow a aussi induit les téléspectateurs en erreur à propos de sa collection de voitures dans Cribs. Le rappeur, qui avait alors 21 ans, a exhibé sa Bentley, sa Lamborghini et son Cadillac Escalade. Mais tout comme les voitures de 50 Cent et Birdman, les voitures auraient été louées pour l'occasion. Comment le sait-on ? Eh bien, chaque voiture était ornée du mot « Prestige », le nom d'une société de location de voitures de luxe à Miami. Mon gars, tu dois commencer à faire attention à ces petits détails. Au début des années 2000, alors que Destiny's Child connaissait un énorme succès grand public et que Beyoncé était en passe de devenir l'une des plus grandes icônes de la musique, tout le groupe vivait en fête ensemble dans une maison à Houston, au Texas. Du moins, c'est ce que MTV Cribs voudrait vous faire croire. Même s'il est difficile de savoir si ce fantasme de soirée pyjama était vrai, les fans savent que le groupe en a profité pour promouvoir les chaussures de Candy. Beyoncé a emmené les caméras dans la chambre de Kelly Rowland, où elle a trouvé une boîte à chaussures Candy, pleine de souvenirs d'ex-petits amis. Destiny's Child a alors signé un partenariat avec l'entreprise et lancé sa propre ligne de chaussures de créateurs. Il faut au moins reconnaître leur sens des affaires. Lorsqu'il s'agissait de produire Cribs, on semblait croire que le public voulait voir ces héros célèbres mener des vies extravagantes et exagérées, comme Richie Rich, une fois qu'il était assez âgé pour renvoyer son gestionnaire d'affaires. Et même si c'était indéniablement un élément de l'attrait de l'émission, cela ne produisait pas toujours les épisodes les plus mémorables. Parfois, la vérité sans phare est bien plus divertissante. Par exemple, l'épisode de Cribs avec Redmond est devenu l'un des épisodes les plus populaires de tous les temps, précisément parce qu'il n'a fait aucun effort pour maintenir une fausse image de glamour de célébrité. Au contraire, cela a complètement bouleversé l'émission. La petite maison de Redmond à Staten Island ressemblait à une explosion de chambres d'étudiants. L'endroit était exigu, encombré de linge sale, sans sonnette fonctionnelle. À l'arrivée des caméras, Redmond était sous une couverture et son cousin dormait encore au sol. Les célébrités, elles sont comme nous. MTV était loin d'être ravi et a essayé de convaincre le rappeur de louer une maison plus extravagante à la place, mais il a refusé. Il a préféré faire visiter sa maison avec enthousiasme, comme lors d'un épisode ordinaire, mais avec une lueur de joie chaotique dans les yeux. Quand on regarde ce passage, il est évident qu'il s'amuse à tourner en dérision la décadence caractéristique de l'émission.
L'épisode s'est avéré unique en son genre et a ouvert les yeux de quelques spectateurs sur les tactiques manipulatrices utilisées par la télé-réalité. Redmond expliquera plus tard avoir tenté de s'installer dans un quartier plus aisé, mais trop souvent harcelé par la police, il se sentait finalement mieux dans son logement modeste. Et en 2017, il y vit toujours. Dans une interview avec Hot 97, il a déclaré « Je ne saurais pas quoi faire d'une grande maison. Espérons qu'il garde désormais son argent dans un endroit sûr, comme sous un matelas. » Dans une réalité alternative, nous regarderions tous une émission appelée Woozle Rock. Avant que l'émission ne soit trop avancée dans son développement, les Fraggles devaient s'appeler les Woozles. Le plan des Woozles a changé quand quelqu'un a découvert la chanson des Heffalumps et Woozles en regardant Winnie l'ourson. Woozle World était le titre original de l'émission télévisée des années 70, Le Grand Changement du Père Noël, qui mettait en scène des personnages nommés Fraggles. Le nom Fraggles a été choisi sans signification car ces mots sont souvent plus simples à déposer comme marque. Malgré le titre et la chanson du générique suggérant une émission sur les Fraggles, il existe en fait 4 communautés interconnectées dans les grottes de Fraggle Rock. Le monde humain s'appelle Espace Extérieur. Et c'est la couche la plus extérieure où vivent Doc Sprocket le chien, les humains comme le vieux Doc, les téléspectateurs de Fraggle Rock, chez eux et George Clooney. Fraggle Rock n'est pas seulement le foyer des Fraggles, mais aussi des 12 heures, de petites créatures vertes qui aiment être le pendant travailleur des Fraggles dansants. Cela paraît un mauvais marché pour les 12 heures, mais ils aiment ça. Et enfin, il y a le royaume royal des Gorgas, où vit la famille Gorga, les souverains autoproclamés de l'univers et parfois les adversaires des Fraggles. Ces communautés unissent leurs efforts pour survivre, les Fraggles cultivent des radis avec de l'eau humaine et sont protégés par les Gorgas. Les Fraggles utilisent les radis comme nourriture, les 12 heures s'en servent pour construire des tours, et les Gorgs les utilisent pour ne pas devenir invisibles. Écoutez, c'était une émission étrange. On pourrait inventer la moitié de tout cela, et même les plus grands fans de Fraggle Rock, comme dit, ne le remarqueraient pas. Un épisode, La rivière de la vie, explore la connexion entre les communautés de Fraggle Rock. Le humain Doc conclut un accord lucratif qui pollue l'eau dont tout le monde dépend, comme un vrai crétin. Cette eau est contaminée, mais en réalisant que plusieurs écosystèmes de marionnettes adorables sont touchés par son accord, il change d'avis. Imaginez, les Fraggles et Fraggle Rock cherchaient la sagesse dans un simple tas d'ordures. Si ce n'est pas une métaphore des années 2020, on ne sait pas ce que c'est. Marjorie le tas d'ordures était la conseillère, sage et maternelle des Fraggles, composée d'oranges, d'épluchures, de marques de café et de sagesse. Le tasse d'ordures utilisait son expérience et ses pouvoirs télépathiques et télékinétiques pour offrir aux Fraggles des conseils précieux dont ils avaient besoin. Cela a du sens. Quand nous avons besoin de conseils, nous nous tournons vers Internet, qui est ce qui se rapproche le plus d'un tas d'ordures conscient. Chaque suggestion de Marjorie s'accompagne d'une chanson blues entraînante, faisant d'elle un personnage qui incarne pleinement les 5 sens. Le pont entre le monde humain de l'espace et le royaume des Fraggles était rarement franchi. Mais quand c'était le cas, c'était l'oncle Matt, l'aventurier, qui le faisait. L'oncle Matt de Gobo était le lien entre les univers, envoyant à Gobo des cartes postales de toutes ses aventures. La morale de Fraggle Rock était subtile mais réelle, abordant les thèmes classiques des émissions pour enfants comme l'amitié, le partage et la gentillesse. Mais de temps en temps, Fraggle Rock abordait des sujets plus lourds. Par exemple, il y avait un épisode intitulé Wembley, et les Gorgs, qui enseignaient subtilement aux spectateurs les subtilités de l'oppression. Dans cet épisode, Wembley est capturé et forcé de travailler pour les Gorgs, qui, au lieu de le menacer, le couvrent d'éloges, le poussant à travailler plus pour leur plaire. Wembley boit si profondément qu'il repousse ses amis venus le sauver. Il ne reprend ses esprits que lors de l'attaque des Gorgs contre ses camarades Fraggles. À la fin de l'épisode, Wembley admet qu'il ignorait l'exploitation des Gorgs jusqu'à ce qu'il menace des amis. Ce message s'adresse aux enfants et à ceux qui vont entrer dans le monde du travail. En parlant des Gorgs, ils sont au centre d'un autre épisode qui traite de l'attrait de la culture Fraggle par rapport à l'autoritarisme des Gorgs. Un jour, Junior Gorg est réduit à la taille d'un Fraggle. Après avoir découvert les coutumes des Fraggles et rejoint leur société, Junior Gorg ne veut plus être un dirigeant autoritaire. Il décide que posséder du pouvoir sur autrui n'est pas cool et il crée une nouvelle société. Le message politique a sans doute échappé aux enfants à l'époque.
Mais un Gorg dirigeant remis à sa place? Je pense que les enfants ont compris. Les spectacles musicaux pour enfants avec des marionnettes mignonnes évitent souvent la question de la mortalité ou la contournent. Fraggle Rock faisait exception. Plusieurs épisodes abordent marpeau de front le sujet inconfortable de la mort inévitable. Comme dans un épisode Enfoui vivant, où un éboulement piège les personnages Boubert et Rouge dans une grotte. N'ayant aucune issue, les deux personnages admettent franchement leur peur concernant ce qui va leur arriver une fois qu'ils auront inévitablement quitté ce monde. Heureusement, ils sont sauvés avant que quoi que ce soit n'arrive. Mais la dimension émotionnelle et existentielle de cet épisode était alors unique à la télévision pour enfants. Les Fraggles affrontent encore l'implacable passage du temps dans un épisode où Wembley, parti en randonnée, reste piégé par un éboulement. Je me dis que ces marionnettes devraient éviter les rochers. Wembley est sauvé et soigné par Boubou le lapin de boue, qui le met vite dehors. Mais Boubou, loin d'être méchant, est en réalité mourant. En mettant Wembley dehors, il voulait éviter que le jeune Fraggle voie la fin de sa vie naturelle. Wembley reste sur place et tous les jeunes enfants qui regardent à la maison doivent assister à une séquence déchirante où Boubou finit par s'éteindre et passer dans l'autre monde sous le regard bouleversé et ému de Wembley. C'est plutôt lourd pour une émission avec une chanson intitulée Puka Squidily Boink. Fraggle Rock n'hésitait pas non plus à aborder la religion. Ils avaient tourné en dérision les sectes dans un épisode où Marlin Fraggle tente d'en créer une sans succès. Pauvre Marlin. Mais Fraggle Rock a aussi décidé de se concentrer sur les prédicateurs évangéliques avec leur personnage Convincing John. Vêtu de ses plus beaux habits du dimanche et interprétant des chansons pleines d'énergie, John pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, d'où son nom. Le personnage, destiné à faire rire, prouve que Fraggle Rock osait aussi se moquer de la religion. John convainc Red Fraggle de se promener les yeux bandés et convainc Smokey de porter des tasses sur ses mains. Quel malade! Convaincant, John réussit à faire cesser aux Fraggles de manger les tours de radis des doseurs, non parce que cela gênerait ces derniers, mais en leur mentant que cela les rendrait humains. Si on te donne le choix entre être humain ou Fraggle, tu choisis toujours Fraggle. Comme le dit la chanson du générique, les Fraggles dansent, pour oublier leurs soucis, ce qui signifie qu'ils sont tous essentiellement au chômage. Un peu comme un remake de Office Space avec des marionnettes qu'on regarderait sans hésiter, les Fraggles ne travaillent que 30 minutes par semaine et passent le reste à s'amuser et faire de la musique, comme ton copain à la fac. Les Fraggles ne peuvent vivre leur vie de bohème qu'en mangeant les tours de radis construites par les 12 heures, une espèce industrieuse fière de son éthique de travail. Ils bâtissent des tours de poussière de radis, ensuite mangées par les Fraggles. Ces tours sont certes importantes, mais elles ne semblent avoir aucune autre utilité dans la série à part être des tas de snacks tout prêts pour les Fraggles. Fraggle Rock était l'idée originale de Jim Henson et de sa société Henson Associates. La société a longtemps innové dans la marionnette, créant des émissions très populaires comme Rue Sésame et le Muppet Show. Au sommet, il faut rester à la pointe de la technologie. C'est pourquoi l'équipe de Fraggle Rock a dû commencer à faire preuve de créativité avec ses innovations technologiques. L'un des meilleurs exemples est la technologie qui a donné vie aux Gorgs. Les interprètes portaient des costumes de Gorgs grandeur nature, tandis qu'un technicien gérait les expressions faciales en coulisses via des commandes animatroniques, tel un Cyrano de Bergerac dystopique. Les animatroniques étaient souvent utilisés avec des fonds verts, deux technologies encore naissantes à l'époque. Même si l'émission ne semble plus révolutionnaire, elle profitait des meilleures technologies des années 80, mais la technologie n'était pas le seul atout de la production. La plupart des émissions visent un seul public, mais Fraggle Rock a été pensé pour l'international. Les scènes avec des marionnettes ont été tournées au Canada, tandis que celles du monde des humains, avec le vieux doc, l'ont été dans divers lieux et langues. Les scènes de marionnettes pouvaient être doublées et filmées séparément pour les versions françaises, allemandes et canadiennes, donnant à chacune des caractéristiques uniques. En dehors des changements de langue, le métier de doc a également varié selon l'endroit où l'on regardait. En France, Doc travaille dans une boulangerie au lieu d'être inventeur. En Angleterre, il travaille dans un phare. Je ne sais pas pourquoi, il paraît qu'ils n'ont ni boulanger ni inventeur là-bas. Les histoires restaient inchangées, leur thème universel touchait chacun, peu importe l'endroit. Tu te rappelles aussi toutes les cartes postales envoyées par l'oncle Matt l'aventurier ? La marionnette de l'oncle Matt visitait vraiment ces lieux exotiques, mais David Gaules, son marionnettiste, ne l'accompagnait pas toujours.
Goals a séjourné en Nouvelle-Zélande et Australie pour un épisode spécial de Fraggle Rock, mais des acteurs locaux jouaient souvent le personnage. Si vous avez trouvé l'émission amusante, imaginez l'ambiance en coulisses. L'équipe de Fraggle Rock se lançait souvent des blagues après le tournage. Le célèbre doubleur et marionnettiste Frank Oz avait une phobie des graines. Un jour, il a dû affronter sa peur lorsque le scénariste Jerry Juhl a rempli ses stores de graines pour oiseaux. Jocelyn Stevenson a même intégré une blague dans l'intrigue de l'épisode Scared Silly, après avoir été la cible d'une farce en coulisses. Avant la reprise récente de la série par Apple TV, Fraggle avait peu de contenu depuis des années. Mais en 2012, l'artiste Ben Folds a offert une belle dose de nostalgie. Son clip vidéo « Do It Anyway » était une collaboration entre Ben Folds 5, Nerdist et la Jim Henson Company pour célébrer le 30e anniversaire des Fraggles. Presque tous les marionnettistes de la série originale étaient présents, à l'exception de Dave Goelz, qui n'était pas disponible pour le tournage. Typique de l'oncle Matt l'aventurier, cependant la voix de Goel est toujours utilisée. Pour une émission qui prenait vraiment la musique au sérieux, une telle collaboration était inévitable. Et Folds a enregistré avec Shatner, travailler avec des marionnettes devait être facile. Si vous êtes trop jeune ou trop âgé pour avoir vu l'émission, Pimp My Ride emmenait les candidats chez West Coast Customs à Corona, puis chez Gilpin Autosports à Van Nuys lors des saisons suivantes, pour restaurer et personnaliser leurs vieilles voitures avec des fonctionnalités originales reflétant la personnalité du propriétaire. Dans un épisode mémorable, une étudiante en cinéma de 22 ans du nom de Brooke Siegel s'est fait installer un projecteur de cinéma drive-in dans sa vieille guimbarde. Même si vous vous demandez si Siegel utiliserait vraiment cette fonctionnalité et comment elle la gérerait, la réalité de cette candidate de télé-réalité ne tenait pas face à l'examen. En réalité, Brooke Siegel n'était pas étudiante en cinéma ni âgée de 22 ans. Au moment du tournage de l'épisode, Siegel était une serveuse de cocktail de 25 ans. Les producteurs de l'émission ont inventé son histoire d'amatrice de cinéma économisant pour l'école supérieure. Vous insinuez que la télévision ment ? Même la maison dans laquelle Exhibit est venue rendre visite à Siegel était fausse. Elle a révélé que la maison n'était pas la sienne, mais avait été louée par les producteurs parce qu'elle rendait mieux à l'écran. Siegel affirme avoir filmé sa réaction en voyant sa voiture customisée 10 fois avant de la voir réellement. Quand elle l'a enfin vue, elle était tout sauf excitée. Elle a ensuite décrit la voiture comme la voiture de rêve de Barbie sortie de l'enfer, critiquant sa peinture rose néon et turquoise LED, ainsi que son projecteur vidéo encombrant et sa machine à pop-corn. Seth Martineau, un soi-disant passionné de bonbons, affirme que les producteurs ont inventé l'histoire selon laquelle il aurait une dent sucrée et laisserait traîner des emballages de bonbons dans sa voiture. Martineau a déclaré plus tard sur Reddit qu'il savait être gros, mais qu'ils avaient exagéré en disant qu'il gardait des bonbons partout sur son siège et par terre, au cas où il aurait faim. Ils ont mis une machine à barbe à papa dans mon coffre. L'expérience de Martineau est peut-être le seul cas de harcèlement par une voiture personnalisée. Et lorsque le candidat Jake Glazier a vu sa Buick Century 1986 customisée, sa réaction n'a apparemment pas fait une bonne télévision. Glazier a confié au Huffington Post avoir reçu un discours à la fois subtil et intimidant de Big Dane, l'un des employés les plus marquants de West Coast Customs. Il affirme que Big Dane l'a promené dans l'atelier pendant plusieurs minutes, en insistant sur le travail qu'ils avaient de consacrer à sa voiture et sur le fait qu'il devait être sacrément enthousiaste en retour. Le choix de mots supposé de Big Dane était bien plus fort, mais vous voyez l'idée. Glazier a compris le message lui aussi, et le monde a eu droit à sa réaction figée, devenue un mème. En plus de le menacer pour qu'il soit plus enthousiaste, Glazier affirme que les producteurs l'ont aussi poussé à quitter sa petite amie. La raison était qu'un célibataire désespéré, voulant une voiture customisée pour draguer des femmes, ferait un meilleur épisode. Et cela pouvait être vrai selon que vous trouviez que glauque et triste et divertissant. Avoir une machine à barbe à papa dans le coffre ou un bar à champagne escamotable sur la banquette arrière peut sembler être des idées discutables mais amusantes. Mais en réalité, elles étaient donc conçues uniquement pour fonctionner pendant le tournage. Par exemple, la machine à barbe à papa dans la voiture de Martineau a été construite sans couvercle, ce qui la rendait pratiquement inutilisable.
Sauf si vous aimez décorer votre voiture avec du sucre filé et plein de fourmis. Le bar à champagne, qui pouvait être vu comme une approbation de l'ivresse au volant, a été vite retiré après le tournage. Les producteurs ont réalisé qu'en cas d'accident lié à l'alcool avec la voiture ou son propriétaire, leur responsabilité légale pouvait être engagée. Voilà une réflexion poussée. Il aurait été difficile de nier l'installation de ce bar mobile, puisqu'il l'avait faite à la télévision devant des millions de témoins. En plus d'avoir équipé sa Nissan Maxima de 1989 d'une machine à barbe à papa totalement inutile. Martino a déclaré au Huffington Post que les impressionnantes porte-papillons avaient dû être retirées car les vérins empêchaient l'installation des ceintures de sécurité à l'arrière. C'est risqué, mais c'est peu cher payé pour une voiture qui semble liée à une grosse dette de cocaïne. Martino ne pouvait pas non plus utiliser les lumières LED installées dans les sièges du véhicule, qui devenaient tellement chaudes qu'il craignait qu'elles ne brûlent les gens ou ne déclenchent un incendie. Ce bras robotique, au look cool, n'était pas relié à la voiture, mais contrôlé par quelqu'un sur un ordinateur portable hors champ. Ce n'était qu'un simple accessoire télé. Brooke Siegel a dû retirer son projecteur de cinéma juste après le tournage car il n'était pas conforme à la législation routière. Vous vous demandez peut-être pourquoi Siegel, Martino et d'autres n'ont pas simplement vendu leur voiture à des collectionneurs après que l'émission les ait rendus inutilisables. Désolé mon pote, Pimp My Ride t'avait déjà devancé. Comme les candidats gagnaient la voiture de leurs rêves, les producteurs ne voulaient pas que ces véhicules personnalisés finissent sur eBay. Pour éviter cette issue embarrassante, le contrat de chaque candidat stipulait qu'il n'avait pas le droit de vendre sa voiture. Point final. Mais Siegel a eu une idée ingénieuse. Elle a déposé des documents à la préfecture pour donner officiellement la voiture à son petit ami, qu'il a ensuite vendue pour 7 500 $. Action. Selon l'une des règles de la réalisation de films à Hollywood, on ne construit que ce que la caméra verra. Tout le reste n'est qu'une perte de temps et d'argent. West Coast Customs a pris cet adage à cœur, faisant régulièrement l'impasse sur les problèmes mécaniques pour se concentrer sur des gadgets tape à l'œil comme des terrariums, des machines à scanner et des cercueils barbecue. Oui, c'est bien ça, un cercueil barbecue. Le milieu des années 2000 était une époque folle. Les problèmes moins glamour, comme les transmissions cassées, les moteurs ou les freins étaient souvent négligés. De nombreuses voitures customisées ne démarraient pas ou tombaient en panne au retour. Cela arrivait si souvent que MTV gardait une dépanneuse en permanence. Seth Martino dit avoir dépensé 1 700 $ de sa poche pour remplacer son moteur peu après avoir customisé sa voiture. La Buick de Jake Glazier nécessitait un nouveau silencieux, mais West Coast Customs a ajouté un faux tuyau d'échappement pour faire croire que le bruit était voulu. C'est comme aller à l'hôpital pour une blessure à l'œil et recevoir un costume de pirate du médecin. Bien que l'émission semblait réaliser ces personnalisations en quelques jours, les participants assurent qu'elles prenaient souvent des mois, les forçant à financer eux-mêmes un autre moyen de transport en attendant leur voiture. Malgré mensonges, coercition et panne, la plupart des participants gardent un bon souvenir de Pimp My Ride. Mais ce n'était pas le cas pour ceux qui faisaient les personnalisations. Mauricio Hernandez, ex-employé de West Coast Customs, a déclaré à NPR qu'au cours de ses 5 années passées dans l'atelier de West Coast Customs pour Pimp My Ride, il travaillait souvent 60 à 70 heures par semaine sans heures sup ni avantage pour un salaire sous le minimum légal. L'atelier semblait préférer embaucher des travailleurs sans papier comme Hernandez, car ils sont faciles à exploiter. Ils craignent de ne pas pouvoir se plaindre ni signaler des problèmes de travail aux autorités, car ils étaient employés illégalement. En 2014, le département du travail des États-Unis a constaté que West Coast Customs avait violé le Fair Labor Standards Act, en ne tenant pas de registre des heures, en imposant des heures supplémentaires non payées, en versant moins que le salaire minimum et en classant à tort leurs employés de longue date, travaillant exclusivement sur site comme des travailleurs indépendants, autant de pratiques illégales selon la loi américaine. Le fondateur de West Coast Customs, Ryan Friedlinghaus, a choisi de ne pas contester les conclusions devant le tribunal et a plutôt décidé de verser 157 592 $ de salaires arriérés aux employés et 16 830 $ d'amende civile. Quand Entertainment Scoop a demandé à Ryan Friedlinghaus ce qu'il fallait pour travailler chez West Coast Customs, il a répondu que les deux meilleures qualités étaient de faire des heures sup non prévues et d'obéir à tout. Voilà un vrai connard.
Hernandez a confié à NPR que son plus grand regret d'avoir travaillé autant était d'avoir raté l'enfance de ses enfants. Le département du travail des États-Unis confirme que West Coast Customs respecte désormais la législation étatique et fédérale. Mais Friedlinghaus n'était pas la seule personne affiliée à Pete My Ride à avoir eu des démêlés avec la justice. Début avril 2010, le co-créateur et producteur exécutif de Pete My Ride, Bruce Beresford Redman, a emmené sa femme, Monica Burgos, et leurs 2 jeunes enfants en vacances au Moon Palace à Cancún, au Mexique. Monica était la propriétaire du célèbre bar-restaurant Zabumba à Los Angeles, et le voyage en famille était en partie pour célébrer son 42e anniversaire. Malheureusement, elle n'a jamais fêté cet anniversaire. Le corps asphyxié de Monica a été retrouvé le 8 avril 2010 dans un caniveau près de l'hôtel. Plus tard, Beresford Redman a été placé en garde à vue et interrogé par les autorités mexicaines. Rapidement relâché, il a été informé qu'il était une personne d'intérêt dans la mort de sa femme et sommé de rester au Mexique. Malgré la confiscation de son passeport, Beresford Redmond a quitté le pays, franchissant la frontière avec ses 2 enfants, puis a pris un train pour Los Angeles. Au passage, ce n'est pas conseillé si vous êtes le principal suspect du meurtre de votre femme. Je n'ai pas tué ma femme, je m'en fiche. Après le témoignage d'un couple britannique sur une dispute du couple dans leur chambre d'hôtel avant le meurtre, et vu les égratignures sur ses mains et son cou, un mandat d'arrêt a été émis, et Beresford Redman extradé au Mexique pour être jugé. Les procureurs ont déterminé plusieurs mobiles possibles, suggérant qu'il aurait pu tuer sa femme pour toucher l'argent de l'assurance ou pour poursuivre une liaison extra-conjugale et obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Le 12 mars 2015, Bruce Beresford Redman a été reconnu coupable du meurtre de Monica Burgos et condamné à 12 ans de prison. Beresford Redman a toujours clamé son innocence. Il a soutenu que les preuves avaient été altérées en garde à vue et que les autorités mexicaines, voulant préserver l'image touristique de Cancún, l'avaient rapidement condamné pour cacher la criminalité endémique de la ville. Bruce a été libéré pour bonne conduite après avoir purgé 7 ans et demi sur 12. Dans un retournement de situation ironique, le producteur de télévision déchu a eu une émission de télévision produite à son sujet, un épisode de 48 heures intitulé « Épisode fatal », l'histoire du producteur. Au milieu des années 2000, Pimp My Ride était un phénomène mondial, lançant des adaptations comme Pimp My Ride UK, Pimp My Ride Baltique et Pimp My Car en Indonésie. Il y a eu plusieurs jeux vidéo et dérivés de Pimp My Ride, y compris Pimp My Fahrrad, le mot allemand pour vélo, Pimp My Room aux Pays-Bas et Pimp My Feed au Brésil, dans lequel les candidats apprenaient à gagner un maximum d'abonnés, Instagram auprès des meilleurs influenceurs des réseaux sociaux. Il reste à voir si les problèmes en coulisses de Pimp My Ride finiront par éclipser les souvenirs affectueux des fans de ce qui était, au fond, une émission légère et volontairement absurde. Mais pour l'instant, soyez assurés que vous avez officiellement été pimpé. La naissance de la télé-réalité moderne, ou des émissions non scénarisées comme les gens distingués aiment les appeler, remonte à la fin des années 80 et à une grande grève de la Writers Guild of America. À l'époque, les scénaristes de télévision luttaient contre les producteurs pour obtenir les droits résiduels dus sur les émissions déjà diffusées, puis revendues à d'autres chaînes. Vous voyez, avant que chaque émission ne se retrouve simplement sur Netflix, Amazon, Hulu ou Philo, est-ce qu'on peut arrêter de créer ces services ? Les chaînes de télévision câblées et les chaînes généralistes payaient toutes pour avoir le droit de remplir leurs plages horaires avec des rediffusions d'anciennes émissions. Ce processus s'appelle la syndication. En général, c'est très lucratif, d'où la grève des scénaristes dans les années 80 pour obtenir une plus grande part. La grève des scénaristes a sérieusement compromis la capacité des chaînes de télévision à développer de nouvelles émissions, car rien qui nécessite un scénario ne peut être produit pendant une telle grève. Les dirigeants et programmateurs ont exploré des concepts non scénarisés comme solution provisoire. Pourtant, les émissions de télé-réalité ont tout de même des scénaristes. Comme c'était une nouvelle catégorie, elles n'étaient donc pas concernées par la grève des scénaristes et restaient disponibles. Cette première expérience a ouvert la voie à la domination des émissions de télé-réalité dans le paysage de la télévision moderne au cours des 2 dernières décennies. Parce qu'elles ne nécessitent pas d'écriture traditionnelle, ainsi que de nombreux autres éléments qui entrent dans la fabrication d'un épisode classique de série scénarisée, les chaînes ont vite compris que les émissions de télé-réalité sont relativement peu coûteuses à produire. Il coûte bien moins cher d'abandonner un groupe de Melvins sur une île déserte pendant toute une saison
que de réunir le casting de Friends pour une demi-heure. Sans parler du coup de faire monter Jon Snow sur un dragon au combat. Cops est né de ce besoin d'émission non scénarisée. Bien que l'émission ait adopté une perspective pro-police, elle a été diffusée à la fin des années 80 alors que l'opinion publique sur la police était à un niveau historiquement bas et la criminalité élevée dans le pays. Mais la façon dont l'émission montrait de vrais policiers et leur quotidien palpitant au travail a tout de suite séduit les téléspectateurs. Le générique inoubliable et entraînant de Cops a contribué à son succès immédiat sur la chaîne Fox. Le groupe de reggae jamaïcain Inner Circle a sorti sa chanson Bad Boys en 1987, soit 2 ans avant que les producteurs de Cops ne l'adoptent comme générique. La chanson et l'émission ont immédiatement séduit le public, poussant John Langley, producteur de Cops, à racheter tous les droits à Inner Circle pour seulement 2500 $. Ils auraient probablement pu demander un peu plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Au fil des ans, Cops a souvent suscité des controverses. Certains critiques, notamment Dan Taberski du podcast documentaire de 2019 Running from Cops, ont souligné que l'émission présente une vision très partiale et trompeuse du véritable travail de la police. Ils affirment que l'émission donne l'impression que la criminalité aux États-Unis est bien pire qu'elle ne l'est réellement, et qu'elle présente le métier en réalité assez banal de policier comme s'il s'agissait d'un film d'action à haute intensité. Selon les recherches de Taberski, 92% des contrôles routiers montrés dans l'émission Cops se terminent par une arrestation, donnant ainsi aux téléspectateurs l'impression que les policiers font preuve de discernement dans le choix des personnes à contrôler et qu'ils utilisent souvent cette méthode pour repérer des automobilistes qui enfreignent activement la loi. Cependant, seuls 2% des contrôles routiers aboutissent à des arrestations, ce qui rendrait l'émission assez ennuyeuse. Même si présenter chaque contrôle routier comme révélant un crime plus grave rendait la télévision plus spectaculaire, cela pouvait laisser croire que les rues d'Amérique sont toujours remplies de criminels dangereux. De plus, les épisodes ont tendance à se concentrer sur des rencontres plus excitantes ou sensationnelles, ce qui signifie que les producteurs sélectionnaient souvent des extraits mettant en scène des délits liés à la drogue, de la violence ou de la prostitution. Vous savez, comme tout ce qu'on voit dans les séries scénarisées, Taberski estime que le taux de criminalité violente présenté dans l'émission télévisée est presque 4 fois supérieur aux statistiques réelles des États-Unis. Et même si le travail de policier est certainement dangereux, Cops renforce le stéréotype du film d'action concernant les policiers en rendant le métier beaucoup plus palpitant à chaque instant. Par exemple, dans 33% de toutes les interventions présentées dans l'émission Cops, les suspects tentent d'échapper ou de fuir la police, ce qui représente bien plus de courses-poursuites que ce à quoi ces agents sont confrontés dans la réalité. Ces gabarits imposants pèsent lourd. On vous a donné une voiture de patrouille pour une raison. Quand on considère que l'émission a été diffusée pendant plusieurs décennies, Cops a eu une influence démesurée sur la façon dont les Américains perçoivent la police. Honnêtement, la plupart des gens connaissent le travail de la police uniquement à travers la télévision, comme Cops ou des séries et films policiers. Sergent, emmenez-la dans Booker. Sergent, emmenez-la, j'ai votre crotte de nez. Et Cops, c'est de la télé-réalité, un genre hybride qui laisse entendre que c'est plus un documentaire qu'un divertissement. Cops soutenait si efficacement les forces de l'ordre et mettait les téléspectateurs dans la peau des policiers que de nombreux services de police ont encouragé l'émission à venir dans leur ville pour améliorer leur image. Juste 2 ans après les émeutes de Los Angeles, qui étaient une réaction à la décision de justice ayant innocenté les policiers qui ont tabassé Rodney King, en 1994, le LAPD a permis aux producteurs de Cops d'accéder à leur équipe dans l'espoir de redorer leur image publique et de changer la conversation autour des forces de l'ordre. En 2014, après un incident d'usage excessif de la force, la police d'Omaha a invité l'émission à filmer dans leur ville. C'est comme une star NBA signant des ballons pour des enfants après avoir crashé son escalade dans un centre de loisirs. Mais ce n'est pas uniquement la représentation des forces de l'ordre dans l'émission qui a suscité des réactions au fil du temps. Taberski affirme aussi que les producteurs de Cops n'obtenaient pas toujours rigoureusement les autorisations des personnes filmées avant la diffusion. Ces recherches l'ont conduit dans des villes ayant accueilli Cops et a rencontré des personnes apparues dans l'émission comme suspects ou témoins. Il a constaté qu'environ 1 personne sur 10 avait accepté la diffusion de son image à la télévision. Les 9 autres soit niaient avoir signé une quelconque autorisation, soit affirmaient qu'ils étaient trop ivres pour signer légalement, soit disaient avoir été forcés ou trompés pour signer.
Peut-être que certains avaient juste un visage naturellement flou, on ne peut en être certain. Il y a eu des blessures et même un décès pendant la production de Cops, soit plus que pour une émission télé en prime time classique. Comme Frasier, à ce que nous sachions, mais maintenant je suis mort. En 2014, le technicien du son Bryce Dion a été accidentellement abattu par un policier alors qu'il enregistrait un braquage à Omaha, dans le Nebraska, pour la série. Cette fusillade mortelle a eu lieu lors d'un tournage censé redorer l'image de la police d'Omaha après une plainte pour usage excessif de la force. Ce n'était probablement pas le résultat que la ville espérait. Membre de longue date de l'équipe de production, Dion travaillait sur Cops depuis 2009. Accompagné d'un caméraman, il a suivi la police dans un restaurant Wendy's où un braquage était déjà en cours. Lorsque le cambrioleur a tiré sur les policiers, ceux-ci ont riposté par une pluie de balles, touchant accidentellement Dion lors de leur barrage. L'arme du cambrioleur était un pistolet à plomb chargé de balles en plastique. À la suite de ce tragique accident, la société derrière l'émission, Langley Productions, a publié un communiqué promettant d'aider la famille de Dion. Des images de l'émission ont été utilisées devant les tribunaux et pas forcément en faveur de la police. Par exemple, un épisode de 2015 montrait des policiers à Fort Myers, en Floride, qui ont verbalisé un homme nommé Hubert Lee Solomon pour ne pas avoir emprunté le trottoir existant, une infraction routière non criminelle. En fouillant Solomon, les policiers ont découvert une arme de poing sur lui, ce qui constitue un crime potentiellement bien plus grave. Solomon a ensuite présenté les images de Cops au tribunal pour contredire le témoignage de l'agent ayant effectué le contrôle. La version des faits donnée par les policiers était très différente de ce qui s'était réellement passé, et Solomon a pu le prouver grâce à ce qui avait été filmé pour la télévision. L'affaire a finalement été rejetée par le tribunal. En 2019, Cops était la plus ancienne émission de télé-réalité de l'histoire après plus de 30 ans à l'antenne. L'émission est restée très appréciée du public, attirant des millions de téléspectateurs et diffusée parfois jusqu'à 70 fois par semaine sur la chaîne Paramount Network du câble. Et on comprend, tant d'heures à occuper dans une journée, mais peu de Yellowstone pour les remplir, survivre une saison de plus. Mais tout cela allait prendre fin à l'été 2020. Cops entamait sa 33e saison lorsque des manifestations nationales contre la brutalité policière ont éclaté aux États-Unis après la mort de George Floyd aux mains de policiers à Minneapolis. Au lieu d'envoyer l'équipe à Minneapolis pour redorer l'image de la police, Paramount a choisi de retirer Cops de sa grille, annulant l'émission aux États-Unis. Quelle que soit votre opinion, ne pas diffuser une émission pro-policier à l'épicentre d'une protestation nationale contre la police était sans doute une décision avisée. Cependant, même si Cops n'était plus diffusé en Amérique, Langley Productions a continué à produire des épisodes aux États-Unis pour les vendre sur le marché international. Une nouvelle saison a commencé pour les téléspectateurs européens avec des images du shérif du comté de Spokane, État de Washington, en octobre 2020. Que vous considériez Cops comme inoffensif, trompeur ou autre, il est évident que l'émission restera sans doute présente encore longtemps. En effet, l'émission est depuis revenue aux États-Unis via le service de streaming Fox Nation, où l'intégralité de la 33e saison a été lancée en octobre 2021. Enfin, nous pouvons rattraper toute cette action à Spokane. Si quelqu'un bénéficie d'une sécurité de l'emploi infaillible, ce serait le créateur d'une émission ayant révélé des dizaines de légendes de la comédie et renouvelé près de 50 saisons d'affilée. Comme une poule aux œufs d'or, elle produit 2 heures de comédie en direct chaque semaine depuis 50 ans. Il suffit de la nourrir et d'attendre le résultat. Mais dans le documentaire de 2007, Saturday Night Live dans les années 90, Nation de la culture pop, le producteur et créateur de SNL, Lorne Michaels, a indiqué que les difficultés de la saison 94-95 lui ont presque coûté son poste. Les critiques de l'époque qualifiaient SNL de dysfonctionnel et embarrassant, et leur jugement était confirmé par des audiences en chute libre. Don Ohlmeyer, cadre dirigeant de NBC et président de la division Ouest, racontera plus tard avoir donné un ultimatum à Lorne Michaels. Apparemment, ses mots exacts étaient « L'émission doit s'améliorer. Vous êtes un capitaine d'industrie et c'est le conseil que vous donnez. Je suppose que c'est pour ça que je ne suis pas un capitaine d'industrie. » De son côté, Michaels avait peur. Il savait qu'il risquait d'être ruiné et fini.
Il a donc radicalement réorganisé l'émission, modifiant la distribution et provoquant un grand licenciement du samedi soir en fin de saison, laissant de nombreux principaux interprètes sans emploi. Nous y reviendrons plus tard. En plus des mauvaises critiques et de la baisse des audiences, la saison 94-95, soit la 20e année de SNL à l'antenne, a commencé sur une note incertaine. Les départs de l'intersaison de Phil Hartman, Julia Sweeney et Rob Schneider avaient laissé de grands vides à combler, surtout celui de Hartman. Phil Hartman, célèbre acteur et humoriste, a rejoint l'émission en 1986 et est devenu l'un de ses interprètes les plus connus. Au cours de ces 8 saisons, sa remarquable polyvalence lui a permis d'incarner toutes sortes de personnages, y compris le rôle essentiel du président de l'époque, Bill Clinton. Si vous animez une émission humoristique hebdomadaire qui parodie la culture pop, il vous faut un bon imitateur du président. Sinon, vous obtenez peu importe ce que c'était. Faites-le passer si vous voulez, je le signerai. C'est vous qui décidez. Franchement, je m'en fiche maintenant. SNL a même reconnu son absence dans le premier sketch de la saison 1994 qui montrait de nombreux membres de la troupe, y compris le nouveau Chris Elliott, en train d'auditionner pour devenir le prochain Clinton à l'écran. Julia Sweeney a été franche au sujet de sa décision de partir, déclarant « Tout le monde dit que l'émission est un club de mecs, non ? Eh bien, c'est tout ce que vous imaginez, multiplié par 100. » Schneider racontera plus tard que bien qu'il ait eu une très bonne expérience à SNL, il souhaitait simplement explorer d'autres projets. Pour lui, SNL n'était qu'une étape sur le chemin menant à Judge Dredd et Deuce Bigalow, gigolo européen. Suite au départ de Hartman, Sweeney, Schneider et d'autres, Lorne Michaels a recruté de nouveaux talents tels que Chris Elliott et Janeane Garofalo. Si vous venez de dire « Je ne savais pas que Janeane Garofalo faisait partie de SNL », vous n'êtes pas seul. Elle n'est pas restée longtemps. Elle a eu du mal tout au long de la saison, estimant que les personnages qu'on lui confiait étaient peu éclairés et stéréotypés, sans parler du fait qu'ils avaient relativement peu de répliques. C'était une expérience courante pour les nouveaux venus, les vétérans du casting dominaient l'écran, tandis que les compétiteurs épuisaient l'énergie de SNL. Les observateurs ont noté que la salle des scénaristes était marquée par une ambiance dépressive et léthargique. Un scénariste de SNL a noté que les membres du casting semblaient incapables de feindre de l'intérêt. Selon lui, cela se ressent à la télévision. C'est comme un « allez vous faire voir » au public. Pas besoin d'être bon car on est Saturday Night Live. Garofalo a comparé ses débuts à SNL à un bizutage en fraternité. Même si elle a estimé que l'expérience lui avait finalement été bénéfique parce qu'elle l'avait endurcie, elle a aussi admis que cela avait eu un coût. Elle aurait confié à des amis que participer à SNL avait été l'expérience la plus misérable de sa vie, attribuant sa survie aux cigarettes et à la vodka Stoli. Ça ressemble au travail de beaucoup de gens, sauf que l'alcool est encore moins cher. Garofalo a quitté SNL en mars 1995, quelques semaines avant la fin officielle de la saison. Elle n'était pas la seule du casting à partir avant le dernier épisode. Mike Myers a quitté l'émission en janvier pour lancer sa carrière et amasser des millions avec Austin Powers et Shrek, même s'il peinait alors à s'imposer comme star de cinéma. L'arrivée de Molly Shannon et Moira Wentworth dans la distribution a permis de compenser son départ pendant la saison. Mais cela n'a pas rendu le départ en milieu de saison de l'un des artistes les plus reconnaissables de l'émission moins remarquable. À l'époque, Mike Myers a qualifié son expérience dans l'émission de croisement entre La Croisière s'amuse et Das Boot. Aïe. Franchement, voir le capitaine Stubing sur un sous-marin allemand, c'est digne d'un bon sketch. Laura Kicklinger, nouvelle au SNL cette année-là, avait déjà écrit pour la sitcom Roseanne. Mais travailler sur la 20e saison du SNL était très différent. Elle a expliqué qu'à la salle des scénaristes de Roseanne, les pics faisaient rire tout le monde, alors qu'au SNL, cela devenait rapidement personnel. Les membres de la distribution devaient aussi participer. En tant que scénariste, un fossé existait entre ceux dont les sketchs passaient à l'émission et les autres. Chris Elliott a constaté que la pression d'écrire et de jouer pouvait être pénible, notant que pour passer à l'antenne, il fallait écrire son propre matériel. Cette approche mercenaire de l'écriture n'a fait qu'accroître la tension et le ressentiment en coulisses. D'accord. Ce sketch parle d'un gars nommé Chris Elliott qui essaie d'obtenir 5 minutes dans une émission comique. Ça s'écrit tout seul. Norm Macdonald s'est installé pour la première fois dans le fauteuil de présentateur du Weekend Update le 24 septembre 1994. Bien qu'il soit devenu l'un des présentateurs les plus appréciés, il restait hostile à l'écran comme en dehors. Sa manie de fumer dans la salle des scénaristes a poussé Ian Maxtone McShane
à lui tirer au visage avec un pistolet à eau pour éteindre sa cigarette. McDonald a répondu en frappant Ian Maxstone McShane à la tête. Dommage qu'il n'ait pas été aussi critique envers certaines blagues de Dirty Work. L'humour noir et le ton sec de McDonald n'ont pas non plus séduit les dirigeants de la chaîne. Lui et le scénariste en chef de SNL, Jim Downey, ont été pris pour cible par le dirigeant de NBC, Don Ohlmeyer, qui n'appréciait pas que le duo se moque régulièrement d'O.J. Simpson et de son procès pour meurtre à venir dans Weekend Update. Pourquoi autant de sympathie pour le Juice? Simpson était un ami proche d'Ohlmeyer. Finalement, Ohlmeyer a renvoyé Downey, qui est toutefois revenu plus tard dans l'émission, et McDonald a finalement été licencié pendant la saison 1997-1998. Lorne Michaels a jugé naturel les tensions et animosités, notant que certains scénaristes pouvaient être déçus par la richesse acquise par des artistes après avoir quitté l'émission, tout en reconnaissant que l'émission était apparemment considérée, même par certains membres de la distribution et de l'équipe créative, de la même manière que la chaîne la voyait, comme un distributeur automatique de billets, plutôt que comme une expérience formatrice ou un défi créatif. Tu parles d'un défi créatif comme le film Les Têtes de Cône, produit par Lorne Michaels, un ancien membre de la distribution, cité dans un article du magazine New York durant la 20e saison difficile, pensait que Lorne Michaels maintenait la troupe dans un inconfort volontaire, comparant cela aux méthodes des sectes. Ils te gardent éveillé des heures et ne te rassurent rarement jamais. Ils te font toujours croire que ta place peut être prise à tout moment par quelqu'un d'autre. Waouh! Je viens de réaliser que j'ai appartenu à de nombreuses sectes. Pendant la saison 94-95, la baisse du moral et des audiences a entraîné une dégradation de la qualité de l'écriture, selon certains membres de l'équipe. Bonnie et Terry Turner, qui avaient écrit des sketchs célèbres comme Wayne's World et The Church Lady, ont commenté la nature étrange de certains segments de la saison. Pendant ce temps, des sketchs comme Gay Stripper Theater n'ont pas plu à Garofalo, qui a noté que les blagues homophobes étaient jugées très drôles. Elle n'a pas apprécié un sketch d'extraterrestres impliquant des sondes anales et salope écrit au rouge à lèvres sur la poitrine des hommes. Garofalo a ensuite voulu démissionner après la première semaine, ce que beaucoup de téléspectateurs partageaient. Cependant, la saison a aussi eu de nombreux points positifs. Al Franken, futur sénateur des États-Unis, a continué d'incarner Stuart Smalley. Matt Foley, conférencier motivateur de Chris Farley, est resté populaire. Les Gap Girls avec Chris Farley, Adam Sandler et David Spade, en adolescente superficielle au centre commercial, sont vite devenues un nouveau favori. Le membre perpétuel de la distribution du SNL, Tim Meadows, a considéré la saison 1994-1995 comme la pire année, en grande partie parce qu'il y avait trop de monde. Du point de vue de Meadows, les scénaristes et les acteurs n'avaient pas d'alchimie. Et pour lui, on aurait dit qu'il y avait 30 personnes qui essayaient de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Meadows, l'un des rares survivants de la purge avant la 21e saison, n'était pas seul à le constater. Chris Elliott trouvait la distribution trop nombreuse et se souvenait assister aux enregistrements juste pour un sketch. La distribution trop nombreuse de l'émission n'a pas posé problème longtemps. Dans une décision encore incomprise par de nombreux participants, Lorne Michaels a appelé les membres de la distribution de SNL à la fin de la 20e saison et s'est séparé de certains de ses interprètes les plus appréciés. Chris Farley, Adam Sandler, Ellen Clegorn, Chris Elliott, Laura Keitlinger, Michael McKean, Jay Moore et Kevin Nealon ont tous été renvoyés. Elliott et Keitlinger n'ont participé qu'une saison à l'émission, tandis que Moira Wentworth Banks n'était présente qu'une partie de la saison 1994-95. Dans des interviews depuis son renvoi, Sandler a indiqué que, même s'il a été blessé par ce renvoi, c'était autant lui qui partait qu'un véritable licenciement. Selon Sandler, nous avons quitté l'émission en même temps que nous avons été renvoyés. C'était la fin de l'aventure. Cela nous a beaucoup affectés car nous étions jeunes et incertains. Mais tout s'est arrangé. Eh bien, en tout cas, ça a certainement bien marché pour Adam. La saison suivante, Michaels a fait venir une nouvelle équipe de talents comme Nancy Walls, David Koechner, Chris Kattan, Sherry O'Terry, un certain Will Ferrell. Comme c'est souvent le cas avec les classiques, la saison 94-95 de SNL est amusante à regarder, mais n'a clairement pas été amusante à produire. La comédie est une affaire sérieuse. Suivez le lien dans la description pour télécharger Tactics et utilisez le code HelloJan avant le 1er février pour obtenir 2000 pièces d'or et 50 pierres noires.